Les candidatures pour la bourse MEX pour les masters et doctorats sont ouvertes actuellement en France sur le site de l'ambassade du Japon en France. Donc je me suis dit que cette vidéo-là vous serait utile. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les points essentiels à savoir sur la bourse MEX et aussi les points de vigilance à avoir lorsqu'on fait son dossier pour la bourse MEX. Et puis évidemment, on va commencer par qu'est-ce que la bourse MEX. Donc la bourse MEX, c'est une bourse du gouvernement japonais, plus précisément du ministère. Alors attention, il est long, donc je me permets de regarder mes notes. C'est une bourse du ministère de l'Éducation, de la Culture, du Sport, de la Science et de la Technologie au Japon. Voilà. Donc voilà, si on résume, c'est une bourse du gouvernement japonais qui nous permet d'aller faire notre master ou notre doctorat au Japon en étant tout financé et en ayant le moins de frais possible à notre charge. Et donc on va commencer, quels sont les avantages de cette bourse-là. Donc le premier, et je pense le plus important et qui vous intéresse le plus, c'est est-ce qu'on a une allocation mensuelle? Et la réponse est oui, évidemment. On a une allocation mensuelle qui va de 143 000 yens à 145 000 yens. Donc 143 000 yens, c'est quand vous faites la partie école de langue avant de commencer votre cursus. C'est pas obligatoire, mais parfois on va vous demander de le faire. Donc vous aurez 143 000 yens par mois. Ensuite, quand vous entrez en master, ce sera 144 000 yens par mois. Et en doctorat, ce sera 145 000 yens par mois. Et à tout ça, on en ajoute entre 1000 et 3000 yens en plus par mois selon la ville où vous habitez. Donc par exemple, Tokyo, vous aurez 3000 yens de plus par mois. C'est pas beaucoup, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Un autre avantage à prendre en compte et qui est, je pense, encore plus intéressant que l'allocation mensuelle, c'est la prise en charge des frais de scolarité. Parce que oui, au Japon, l'université n'est pas gratuite et ça peut coûter assez cher, compter entre 3 000 et 4 000 euros par année à l'université au Japon. Donc d'avoir ça pris en charge par la bourse MEX, c'est plutôt pas mal. Et puis troisième avantage, c'est la prise en charge du billet d'avion aller et retour. Alors il n'est pas totalement gratuit, vous aurez les taxes à payer, mais clairement par rapport à un billet à 1200 euros, payer uniquement 300 euros de taxes, on va pas se mentir, c'est quand même super chouette. Donc voilà, ça c'est les avantages principaux, ceux qu'on entend le plus parler. Moi j'aimerais bien rajouter qu'il y a un quatrième avantage, c'est l'accès à un réseau d'alumni énorme. Le réseau d'alumni, en fait, c'est simplement les anciens boursiers de la bourse MEX. Et en fait, chaque année, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a énormément de boursiers qui viennent de plein de pays différents qui ont cette bourse-là. Ce qui fait qu'en fait, comme la bourse existe depuis des dizaines, vingtaines, voire peut-être même plus, le réseau alumni il est gigantesque et donc pour communiquer avec des anciens boursiers c'est super simple et puis ça peut peut-être vous ouvrir des portes à certaines entreprises ou pas, mais dans tous les cas ça reste un réseau qui est énorme et auquel vous pouvez accéder et parler avec énormément de personnes différentes qui viennent de plein de pays différents avec des parcours différents et en fait juste ça je trouve que c'est une richesse qui est super importante de pouvoir discuter avec autant de personnes de manière privilégiée. Donc voilà, c'est aussi un avantage à prendre en compte. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est critères d'éligibilité. Moi je vais parler plutôt du principal. Pour le reste je vous laisserai aller regarder sur le site de l'ambassade du Japon en France. C'est assez bien détaillé. Mais voilà, le principal c'est si vous voulez faire un master, il faudra avoir validé votre licence ou alors être en cours de validation de votre licence et l'avoir validée avant le début du master au Japon évidemment. Et pour faire un doctorat c'est pareil, il faut avoir validé le master. Par contre, pour le doctorat, il y a une petite exception, et ça c'est grâce aux universités japonaises que c'est possible. Si vous avez uniquement une licence, mais vous voulez faire un doctorat, c'est possible à condition d'avoir au moins 2 ans d'expérience en laboratoire de recherche et prouver que vous avez un niveau équivalent en master. Alors, j'ai pas les détails de comment on peut prouver ça, mais voilà, c'est possible, il faut se renseigner. Voilà, c'est toujours bon à prendre en compte. Une autre question, c'est comment candidater à la bourse MEX. Il existe 2 voies principales, mais en fait, il existe 2 voies uniques. Soit vous passez par l'ambassade de votre pays de nationalité, ça c'est assez important, ou parfois s'il n'y a pas d'ambassade du Japon dans votre pays, ça va être le pays frontalier. Voilà, donc c'est une des premières solutions. Et la deuxième solution, c'est de candidater à la bourse MEX via l'université d'accueil. Donc dans ce cas-là, il faudra trouver un laboratoire d'accueil et ensuite se faire recommander par un professeur pour
candidater à la bourse MEX. Mais voilà, ces deux voies, elles existent. Concernant les dates de candidature, elles sont un peu différentes. Via l'ambassade, ça va être en avril-mai selon le pays, chaque année, pour une rentrée en avril de l'année d'après ou octobre de l'année d'après. Et quand on passe via l'université, les candidatures vont se faire entre novembre et décembre pour une entrée à l'université en octobre de l'année suivante. Donc, c'est-à-dire que là, si cette année, on est en 2026, si vous candidatez à l'ambassade en avril 2026, vous pourrez rentrer à l'université en avril 2027 ou en octobre 2027. Et si vous passez par l'université, vous candidatez en décembre 2026, imaginons, vous pourrez entrer à l'université en octobre 2027. Voilà à peu près ce qui est important de savoir. Donc, il y a ces deux choses qui sont possibles. Petit point important, moi je conseille toujours de commencer par essayer de candidater par l'ambassade parce que c'est pour moi, je trouve, le plus simple dans le sens où vous êtes sûr de pouvoir candidater. Je m'explique. Via l'université, il y a des places qui sont attribuées à chaque université et à chaque faculté. Le problème, c'est que dans une université, pas toutes les facultés vont avoir des places mixtes chaque année. Et donc, c'est un peu au petit bonheur la chance de trouver un laboratoire qui vous intéresse et qui aura potentiellement la possibilité de vous recommander pour une place pour la bourse mixte. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais on va dire que à l'ambassade, vous êtes sûr de pouvoir candidater. Via l'université, c'est même pas sûr que vous puissiez candidater à la bourse. Donc c'est pour ça que je trouve que l'ambassade, ça devrait être la priorité de chacun. Et si jamais ça ne marche pas via l'ambassade, tentez le coup via l'université. Mais l'inverse, je ne conseille pas forcément. Ensuite, autre point important et qui revient souvent dans les questions, c'est quelle moyenne générale je dois avoir durant ma licence, durant mon master pour être éligible. Donc là, la bourse mixte, il parle d'un GPA de 2,3, mais alors là, nous Français, on est en mode, c'est quoi le GPA ? C'est pas quelque chose qui existe en France, donc il faut convertir en notes françaises sur 20. Et alors là, il n'y a pas d'échelle officielle. L'ambassade du Japon en France ne fournit pas l'échelle, donc on ne sait pas trop comment ils calculent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils calculent de la même manière pour tout le monde, parce qu'ils ne demandent pas l'échelle de notre université. Moi, je pense, avec toutes les recherches que j'ai faites sur Internet, et ça me paraît aussi logique, qu'il faut entre 13 et 14 minimum pour être éligible à la bourse mixte. Mais en fait, je pense que c'est réfléchir à l'envers que de penser comme ça. Moi, je vous dirais plutôt de réfléchir quelle est la moyenne générale maximum que vous pouvez atteindre. Et en fait, il faut viser ça. Il ne faut pas viser le minimum, il faut dire « Ah, il faut que j'ai 14 de moyenne et puis je m'arrête là ». Non, non. Il faut aller viser le plus haut possible parce qu'évidemment, les notes en licence ou en master seront un critère de sélection. Donc, évidemment, si quelqu'un a le même dossier, point pour point que vous, mais que lui, il a 16 de moyenne et que vous avez, je sais pas, 15 de moyenne, bah forcément, c'est la personne qui aura 16 qui sera sélectionnée, malgré que vous ayez 15 et que vous soyez au-dessus des 14 de moyenne exigée. Donc voilà, je pense que c'est important de réfléchir à l'envers, pas au minimum qu'il faut avoir, mais au maximum que vous pouvez atteindre. Et c'est là où il faut aller. Ensuite, concernant le niveau de langue. Alors, pour le japonais, ça va dépendre de votre domaine de recherche, d'études. Si vous faites des études de sciences humaines, de littérature japonaise, de langue japonaise, évidemment, là, on va vous demander un niveau de japonais. Alors, l'ambassade n'est pas très claire. Il parle d'un niveau de japonais suffisant. Moi, j'interprète ça comme un niveau N3. Voilà, alors ils ne demandent pas forcément de certificat, donc il n'y a pas besoin de passer le JLPT. Par contre, il faut avoir un niveau équivalent, c'est-à-dire que si demain on vous fait passer le JLPT N3, vous soyez capable de le passer. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le certificat. C'est un plus, mais c'est pas, je pense pas que ce soit discriminatoire de ne pas avoir le certificat tant que vous prouvez à l'examen oral que vous avez un niveau suffisant. Et ensuite, pour l'anglais, là, il faut impérativement le niveau B2 en anglais. Alors, quand on postule via l'ambassade, il ne faut pas tout de suite le certificat, mais je vous le dis, si vous passez par l'ambassade, un jour ou l'autre, il vous faudra le certificat niveau B2, certificat officiel, pour vous inscrire à l'université. Parce que je crois que toutes les universités, en fait, demandent le niveau B2 et demandent un certificat. Donc ça peut être le TOEFL, ça peut être le TOEIC, ça peut être le Cambridge pour certaines universités, et ça peut être aussi le Duolingo English Test.
Rien à voir avec l'application Duolingo, je vous assure. Ça vaut autant que le TOEIC ou le TOEFL et c'est beaucoup moins cher. Mais c'est pas pris en compte par toute l'université. Ça faudra voir avec les universités que vous visez. Mais voilà, préparez-vous à un jour ou l'autre de toute manière devoir passer la certification B2 en anglais. Et donc ensuite, on va passer aux documents qui sont à fournir à l'ambassade. Je ne vais pas revenir sur la liste complète des documents. Il y a toute la liste sur le site de l'ambassade. Je vous mettrai le lien ici et le lien en description. Je vous invite à la regarder. Mais par contre, je vais revenir sur certains points qui pour moi sont super importants à prendre en compte et qui peuvent mettre en péril votre candidature si vous ne faites pas ça correctement. Et donc premier point, c'est les documents originaux. Pour beaucoup de documents dans le dossier, on va vous demander soit les originaux, soit une copie conforme. Et donc pour ça, soit vous avez déjà les originaux chez vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder les originaux et de faire une copie conforme. Alors comment on peut faire? En France, de ce que je sais, normalement c'est possible de le faire à la mairie. Donc vous allez à la mairie, ou en tout cas vous appelez la mairie, et vous leur demandez comment ça se passe pour faire une copie conforme d'un document officiel, et c'est ce document-là que vous envoyez. Comme ça, vous gardez l'original avec vous, et notamment pour l'inscription à l'université plus tard, vous aurez besoin des originaux, donc gardez-les précisément. Par contre, si vous n'avez pas les originaux avec vous, là il va falloir voir avec votre université où vous avez fait soit votre licence, soit votre master, pour qu'elle vous fournisse les originaux et une copie conforme, comme ça vous avez les deux. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et qui peut parfois être difficile à avoir, comme parfois c'est super simple à avoir, ça va dépendre vraiment de chaque cas. Chaque cas est différent, je peux pas plus vous guider que ça, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, ils sont assez stricts là-dessus. Donc originaux ou copies conformes obligatoires, il faut vraiment pas passer à côté de cette condition-là. Ensuite, autre point à faire attention, c'est le certificat de santé. Alors, le certificat de santé, c'est pour justifier que vous êtes en bonne santé. Mais ça suffit pas que le médecin dise oui, il est en bonne santé, il peut candidater à la bourse MEX. Non, non. Il y a différents examens assez peu communs qu'il faut passer, notamment un scan des poumons. Et donc ça, il faut prendre en compte parce que parfois, pour prendre un rendez-vous pour un scan des poumons, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, à prendre en compte. Ensuite, la prise de sang. Il n'y a pas uniquement que des analyses qui sont faites en routine. Donc là, ce que je vous invite à faire avec votre médecin, c'est de faire la liste, de regarder case par case dans le certificat ce qu'il faut comme analyse et bien les noter sur l'ordonnance. Par exemple, il y a l'ECR, qui est le taux de sédimentation des érythrocytes. C'est un marqueur de l'inflammation, si je comprends bien. Et ça, clairement, c'est pas du tout fait en routine lors de la prise de sang. Donc il faut bien le marquer sur l'ordonnance. Ce que je vous conseille donc, c'est de prendre un premier rendez-vous avec votre médecin traitant, de regarder le certificat médical, de déchiffrer tout ce qui est demandé, de faire les ordonnances en fonction, de bien tout noter, d'aller faire toutes les analyses qu'il faut. Donc analyse d'urine, prise de sang, il y a le scan des poumons à faire, il y a aussi potentiellement un électrocardiogramme, si je ne me trompe pas. Donc ça, il faut vraiment avoir les ordonnances pour le faire, pour ne pas avoir trop de frais médicaux par rapport à ça, et puis aussi pouvoir le faire, tout simplement. Et ensuite, vous retournez chez votre médecin traitant, une fois que vous avez les résultats de tout, pour compléter le papier, pour qu'il signe, parce qu'il faut absolument que le papier soit signé par un médecin. Donc là, pour ça, pour justifier que c'est vraiment un médecin qui l'a fait, il faut le tampon du médecin, vous savez, avec le numéro, j'ai plus le nom du numéro, mais chaque médecin a un numéro qui certifie que ce médecin-là existe bien. Donc faites comme ça avec votre médecin, de toute façon je pense qu'il saura comment faire. C'est important parce qu'on pourrait se dire je vais juste chez le médecin, il va me dire que je suis en bonne santé et puis c'est fini. Non, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il faut faire attention à bien déchiffrer tout le certificat médical pour ne rien louper et ne pas se retrouver avec une analyse manquante lors de l'envoi du certificat. Donc voilà, c'était à peu près les points de vigilance que je voulais aborder. Je pense avoir fait le tour, expliquer un peu les avantages de la bourse, comment on postule, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on postule. Je pense que le reste des informations, c'est assez facile de trouver, ne serait-ce que sur le site de l'ambassade du Japon en France. Si vous avez la moindre question qui vous bloque, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Car effectivement, il reste plus beaucoup de temps pour candidater pour 2026. Vous avez jusqu'au 16 mai 2026 pour candidater. Donc voilà, essayez de réunir le plus rapidement possible tous les documents et comme dit, si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre rapidement pour vous aider à compléter votre dossier dans les meilleures conditions. Et donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que moi-même je pars avec la bourse MEX en octobre 2026 pour réaliser ma thèse, mon doctorat au Japon.
Et donc je vais essayer de partager ici toutes les procédures avant le départ et puis après le départ une fois que je serai au Japon. Et puis je vous partagerai aussi mes aventures sur place. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous.